Donc bonjour à tous, je suis Frédéric Barthaud, déléguée générale du MEDEF Pays de la Loire. Et je vais juste faire un petit préambule pour réexpliquer le contexte de ce webinaire, qui est donc une production, les midis du dialogue social et des transitions, une production des membres de la conférence sociale régionale qui avait démarré au moment du Covid, qui a eu plusieurs séquences, qui a eu une séquence de lancement sur une nouvelle thématique l'année dernière, celui de la transition écologique et du dialogue social, avec un événement donc, sur lequel on a invité l'ensemble des partenaires sociaux et qui a souhaité donc poursuivre, les travaux entre les membres de la conférence sociale et des séquences où on valorise, on démontre que le dialogue social et la transition écologique fonctionnent dans des entreprises, donc par ces webinaires. Alors ces webinaires ont l'audience qu'elles ont au moment de leur live. Elles ont surtout l'intérêt d'être enregistrées donc en replay et hébergées sur les plateformes de la RAT qui nous accompagne aujourd'hui, ainsi que du Cariforef, et sur lequel nous allons reprendre une communication, puisqu'on est rendu, je crois, au 4e ou 5e webinaire depuis le début de l'année, avec des thématiques différentes. En tant que secrétaire de la conférence sociale, je vais laisser la parole à Jonathan, juste après, qui va vous expliquer donc la thématique du jour, plusieurs séquences donc pour ce webinaire. Déjà un témoignage d'une entreprise avec 2 représentants de la direction, mais aussi des salariés. Et puis enfin, une séquence plus d'expertise sur laquelle justement l'ARAT Pays de la Loire est présente aujourd'hui et nous accompagne. Voilà. Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc au midi du dialogue social et des transitions. Donc moi je suis Jonathan Semelin, je suis le responsable de la CFDT des Pays de la Loire. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir le témoignage de l'entreprise Griffon Marine, donc une entreprise qui est située dans le Nord Vendée, un agencement nautique, qui a mis en place la semaine de 4 jours dans un cadre de dialogue, dans le cadre d'un processus de dialogue avec les salariés, les managers et bien sûr avec les élus du comité social et économique. Donc nous sommes en présence d'Étienne Boudelier, vous êtes le directeur de l'entreprise Griffon Marine et vous êtes accompagné de Jessie Rabreau. Vous êtes élu au CSE et je crois que vous étiez déjà membre du CSE au moment de cette mise en place de la nouvelle organisation du travail. Donc déjà dans un premier temps, je vais donner la parole à Étienne. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre entreprise ? Bonjour à tous. Donc Griffon Marine, c'est une entreprise qui a été reprise en 2016 suite à une RJ. Donc on a repris, alors quand je dis nous, c'est le groupe Grand Large, hein, voilà, l'entreprise fait partie du groupe Grand Large Yachting qui est fabricant de bateaux. Donc nous, on fabrique des aménagements pour les entreprises du groupe, mais pas que. On travaille aussi pour de l'externe. Et du coup, l'entreprise a été reprise avec 6 salariés en 2016. Et du coup, on a développé la fabrication d'agencements, on a redéveloppé ça. Et on est passé de 6 à 60 en l'espace de maintenant quasiment 10 ans, avec voilà, une progression d'année en année, avec une forte croissance. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, on est positionné sur du B2B. Hein, voilà, donc on travaille avec des chantiers de construction nautique. Et du coup, on fait les études et la réalisation d'agencements, donc sur les métiers du bois. Voilà. Merci Étienne. Vous êtes donc passé à la semaine de 4 jours, donc c'était en octobre 2022, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les éléments qui vous ont conduit à mettre en place cette nouvelle organisation du temps de travail ? Alors, les éléments sont plutôt conjoncturels. Donc, pour vous refaire la situation de l'époque, c'était à l'époque où on avait, après Covid, beaucoup de commandes, une forte croissance. Donc, du coup, un carnet de commandes plutôt bien rempli. On avait des difficultés de recrutement liées à la croissance sur des métiers qualifiés. On avait aussi, c'était l'époque où l'inflation électrique était très forte sur les coûts d'énergie. Et Madame Borne, à l'époque, avait dit, la Première ministre, avait dit, voilà, on ne sait pas s'il y aura assez d'électricité pour l'hiver et on verra pour peut-être réguler un petit peu voilà, les coûts d'énergie. Donc, il y avait vraiment une tension sur la consommation électrique. Et aussi une inflation forte sur le pouvoir d'achat.
des produits qui augmentaient, et donc du coup une vraie question d'inflation et de pouvoir d'achat avec les salariés. Donc voilà, il y avait trois choses combinées. Et nous, on était entamés aussi dans une démarche RSE avec le groupe, bon, voilà, sur des plans de réduction de pistes, de réduction d'effets carbone. Donc en fait, voilà, tous ces éléments-là conjoncturels se sont combinés. Et historiquement, on travaillait, nous, sur 4 jours et demi par rapport à ça. Et ma volonté, c'était de plutôt essayer de trouver quelque chose de lancer un projet différenciant, en fait, par rapport à ce qui se faisait, par rapport à la concurrence en termes de qualité de vie, enfin, d'organisation de travail, et puis aussi de ce qui pouvait répondre à des enjeux économiques, hein, sur la réduction des coûts d'énergie de l'entreprise, parce qu'on a des aspirations, on a du chauffage, hein, qui tourne dès que les salariés sont là, et puis de pouvoir aussi être novateur sur être attractif sur la marque employeur, et aussi pouvoir répondre peut-être à une contrainte de déplacement, de pouvoir d'achat avec les salariés. Donc voilà, quelque chose qui pouvait répondre à pas mal de choses. Donc voilà, là est venue un peu l'idée, et on l'a travaillé avec l'équipe encadrante un petit peu au démarrage avant de le présenter aux salariés, de se dire voilà, qu'est-ce que vous pensez si on fait ça? Et du coup, on a levé un petit peu les loups avec mon équipe, hein, sur l'organisation, sur les transports, les urgences, etc. Et une fois qu'on avait un peu tout élagué, on s'est dit bah oui, bah finalement le projet il a du sens. Donc on va le présenter à tous les salariés. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née un peu l'idée du projet de la semaine de 4 jours. Ok, merci Étienne. Je prends le relais pour la question suivante. Donc là, vous venez d'expliquer comment, en effet, vous avez enfin, les motivations qui vous ont amené à passer donc, à la semaine de 4 jours, et puis voilà, ce temps d'échange, de concertation qui a été mené dans un premier temps. Alors, il y a eu finalement une première vague. Hein, vous êtes passé donc, à la semaine de 4 jours, et puis donc avec des horaires que vous pourriez repréciser, mais assez rapidement quand même. Il y a eu quelques remontées de la part des salariés, et vous avez dû finalement revoir un peu la copie. Donc voilà, vous pouvez nous expliquer un petit peu ces deux phases, une première concertation, une première expérimentation, et puis finalement derrière une nouvelle réorganisation. Alors oui, tout à fait. Quand on l'a présenté aux salariés, en fait, à toute l'équipe, hein, donc Jessie s'en souvient, mais j'ai réuni tout le monde et j'ai donné exactement les enjeux que je viens de vous donner, hein. J'ai dit voilà, on a une proposition à faire. L'idée, c'est que en fait, c'est un projet. Il faut qu'on y aille parce que du coup, il y a un intérêt économique pour l'entreprise et il faut qu'on fasse l'effort parce qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'électricité cet hiver, hein. Donc ça veut dire qu'il faut, c'est un enjeu, hein, je dirais, national entre guillemets, de faire un effort de réduction de consommation d'énergie. Euh, une réduction aussi voilà, qui peut répondre à l'inflation, donc diminuer aussi les coûts des trajets pour les salariés. Un enjeu écologique, ça veut dire que derrière aussi moins de déplacements, moins de CO2, moins de consommation. Et l'idée, c'était de se dire, pour une fois qu'on peut avoir une action concrète, nous, dans nos entreprises, sur l'impact CO2, je pense que c'est toujours intéressant de le faire. Et globalement aussi, pouvoir aussi avoir un temps disponible un peu plus important le week-end pour les salariés, en tout cas de faire quelque chose d'innovant sur le temps de travail versus le temps perso. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on va y aller sur ce projet-là. De toute façon, c'est un enjeu économique, écologique, d'inflation, on n'a pas le choix, il faut qu'on réduise notre consommation électrique, donc, et il faut qu'on réponde à toutes ces problématiques-là, donc on va y aller. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, comment, entre ceux qui veulent faire 35 heures, 40 heures, etc., avec les rythmes de chacun, comment on y arrive? Et c'est ça sur lequel il va falloir qu'on travaille tous ensemble, c'est on va faire un test pendant un mois et demi, et du coup, on va lever les freins qui nous empêchent d'aller sur ce projet. Par contre, le fait d'y aller n'est pas négociable. Et malheureusement, les gens qui ne pourront pas s'inscrire dans ce projet-là, on changera le temps de travail et malheureusement, peut-être que ces gens se poseront leurs questions de l'avenir de chez Griffon Marine, mais en tout cas, on ne remettra pas en cause le modèle s'il y a des gens qui ne peuvent pas aller vers ça. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour lever les freins pour tout le monde et on va faire un test pour voir comment ça réagit. Parce que du coup, il y avait beaucoup de questionnements. Alors, sur le projet, tout le monde était d'accord. Quand vous présentez un projet globalement qui est plus vertueux pour l'entreprise, plus vertueux pour la planète, plus vertueux pour les frais de transport, globalement, collectivement, tout le monde est d'accord sur le projet. Donc, c'était déjà le point de départ. C'était qu'on était tous d'accord sur la cible à atteindre. Et après, on a traité les cas particuliers de ce qu'on pouvait mettre en place sur la flexibilité, sur un peu tout ce qu'il pouvait y avoir. Donc, on est parti du postulat de dire, ceux qui veulent faire 35 heures sur 4 jours, c'est possible. On a des contrats à 35 heures, donc ça, il n'y a pas de problème. Et par contre, ceux qui veulent conserver les heures supplémentaires qu'ils faisaient le vendredi matin, les 40 heures,
c'est possible, et ce sera sur 4 jours. Donc, c'est au choix de chacun de pouvoir choisir de faire 35 heures ou 40 heures. Donc, on est parti sur ce postulat-là, on essaye pendant un mois, on regarde ce que ça donne et profiter du CSE justement pour remonter même directement à nous. Mais tout ce qu'on pourra alimenter pour faire ce débrief, on pourra s'en servir pour ajuster et regarder comment on peut mettre les choses en place en fonction de l'organisation. Justement, avant de rentrer dans le détail et des résultats de ce test, on pourrait peut-être avoir l'avis de Jessie sur cette proposition qui a été faite donc par la direction. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez déjà mesuré les impacts au moment où vous avez fait cette proposition quand même inédite? Bonjour à tous. Donc, du coup, c'est vrai que quand la proposition nous a été faite par Étienne, sur le coup, on s'est dit, oh là là, ça va être compliqué. Si on veut faire 40 heures, ça va faire des bonnes journées, effectivement. Après, ensuite, comme il nous l'a dit, le fait de faire un essai sur un mois, là, on a pu doser, voir selon la fatigue. Bon, il faut avouer que les premières semaines étaient compliquées à 10 heures par jour parce qu'on n'avait pas l'habitude. C'est un rythme différent. C'est une adaptation aussi sur nous, l'organisation sur notre travail. Entre 4 jours et demi et 4 jours, il fallait qu'on change notre façon de faire. Mais en fait, au fil de ce mois, on a vu que certaines personnes avaient des difficultés au niveau des enfants pour les faire garder ou les horaires. Donc, c'est là où le rôle du CSE a eu son impact, en fait. Les salariés sont remontés vers le CSE pour dire les soucis qu'ils avaient personnels. Et c'est là, après, le CSE a discuté avec Étienne des solutions qui pouvaient être mises en place sur l'organisation, sur le temps de travail, sur les horaires. Donc là, du coup, Étienne nous avait proposé 35 heures ou 40 heures par semaine sur 4 jours. Et là, le CSE, en discussion avec Étienne, ont mis en place les 38 heures. Le palier intermédiaire, en fait, pour faire un petit peu d'heures sup et pour ne pas avoir des journées trop longues. Parce que je crois qu'en effet, dans cette nouvelle organisation, ce qui n'avait pas forcément été identifié au départ et qui a amené finalement le choix entre 35 et 40 heures, c'est qu'en effet, certains avaient besoin de s'occuper de leurs enfants, d'autres avaient en effet des implications associatives sur le territoire ou étaient aidants. Et donc, d'où le fait de devoir, voilà, et après ce mois d'essai, finalement, remettre une nouvelle possibilité horaire en place. C'est tout à fait ça, oui. Merci Jessie. Donc là, on voit bien du coup que le CSE a permis de faire remonter aussi les problématiques des salariés, les problématiques de terrain. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment je pense, une individualisation aussi, enfin une prise en compte des problématiques individuelles avec différentes formules en fait, entre du 35 heures, du 38 heures. Donc il y a vraiment une adaptation. Moi, la question que je voulais poser, c'était autour des enjeux environnementaux. Justement, vous en avez parlé, Étienne, il y a un impact a priori positif sur l'activité d'entreprise, sur l'environnement, en réduisant par exemple le nombre de trajets domicile-travail, mais vous avez donné d'autres exemples en termes d'économie et de consommation énergétique. Là, si je comprends bien, on est à 4 ans de fonctionnement, puisque ça a démarré en 2022, là ça fait 4 ans que vous fonctionnez. Alors, une question déjà, est-ce que vous envisageriez de revenir en arrière côté employeur, côté salarié? Et deuxième question un peu différente, est-ce que vous avez aujourd'hui un recul? Est-ce que vous pouvez mesurer un peu, de quantifier un peu l'impact positif en termes d'impact carbone ou sur les aspects environnementaux après 4 ans de fonctionnement comme ça? Alors, je ne sais pas, Jessie ou Étienne, comme vous voulez, je ne sais pas qui veut prendre la main. Vas-y, Jessie, sur les salariés. Enfin, voilà, sur les. Si on retourne en arrière sur les salariés. Nous, en tant que salariés, moi j'ai fait le tour des salariés un petit peu cette semaine pour avoir leur retour. Et on est tous unanimes, pour ceux qui ont vécu le changement, on est tous unanimes qu'on ne reviendrait pas en arrière. Linda, le rythme a été dur à prendre, mais maintenant qu'on l'a, on apprécie notre semaine de 4 jours, ne serait-ce que pour un week-end de 3 jours, pour prendre nos rendez-vous médicaux le vendredi, c'est génial. Et c'est ce qui nous permet d'être vraiment sur 4 jours au travail, et le vendredi, on fait tout ce qu'on fait de personnel qu'on n'avait pas le temps avant. Donc, nous, personne ne reviendrait en arrière. Ça nous fait un trajet en moins, effectivement. Donc, pour l'instant, on n'y voit que du positif, nous. Merci, Jessie. Étienne?
Comme l'a dit Jessie, c'est un rythme à prendre, hein. Ça a été dur aussi pour nous dans les bureaux, la comptabilité, etc. Parce qu'on l'a fait pour toute l'entreprise. Ça, c'est important, en fait. C'est des projets qu'on mène sur toute l'entreprise. Et effectivement, vous avez parlé individualisation des cas, mais on a pu le travailler parce que tout le monde était sur le même axe, en fait. On ne s'est pas dit, c'est pas possible. On s'est dit, on va le faire. Maintenant, on va réfléchir comment le faire. Donc, il faut déjà qu'on soit tous sur le même degré. Et ça, tout le monde a joué le jeu. Et c'est vrai que les impacts, au bout d'un moment, on a vu quand même que l'absentéisme avait descendu. Parce que, comme l'a dit Jessie, c'est vrai que les gens prennent leurs rendez-vous médicaux le vendredi, etc. Donc, on a pu ces demi-journées qui sont prises voilà, ou qui peuvent poser des problématiques dans la semaine. Et du coup, ça amène une concentration en fait, de l'activité, quelque part, sur une période bien donnée, où il y a une efficacité globale qui s'opère, en fait, hein, parce que du coup, on a beaucoup de postes variés. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on pourrait croire que le fait qu'on ait des postes en ligne, hein, quand même, avec des machines qui dépendent des autres, etc., que le fait que les gens aient des horaires variables, c'est compliqué, hein, sur des machines entre 35 et 40 heures, avec des plages horaires d'embauche variables. Et au contraire, non. Ça veut dire que ça faut se déconstruire un petit peu la complexité de se dire, on est en ligne, on ne peut pas faire embaucher quelqu'un à 7 heures et l'autre à 8h30, c'est pas possible, ça ne marchera pas, etc. Mais quand vous mesurez que vous n'avez plus d'absentéisme, en fait, parce que les gens sont là, présents, et qu'après ils prennent leurs rendez-vous médicaux ou leurs contraintes le vendredi, finalement, vous avez beaucoup moins ce phénomène, et c'est une fausse idée reçue. Ça veut dire que je n'ai pas du tout mesuré d'impact négatif à avoir des variabilités d'horaire avec les salariés, alors que Jessie me confirmera, on est quand même en ligne, hein. S'il y en a un qui est pas, il y a un Ah poste oui. qui s'arrête pendant 2 jours, on bloque tout le reste de l'entreprise. Donc, voilà, on a vraiment des dépendances qui sont fortes, mais finalement, il n'y a eu aucun impact dessus. Donc, ce qui est plutôt une incidence qu'on avait peur d'avoir et qu'on n'a pas eu. Et le deuxième qu'on me pose souvent, c'était le fait des accidents de travail avec la fatigue globalement. Est-ce que les gens sont moins productifs? Est-ce qu'il y a plus d'accidents? Ça, c'est aussi une idée, enfin, c'est une question qu'on peut se poser au démarrage, mais en fait, on n'a pas eu cet effet-là. On a plutôt un effet inverse, hein, Jessie peut le confirmer. On va confirmer nos 300 jours travaillés sans accident de travail sur le site, hein, donc, on a plutôt des performances qui sont au-delà de nos homologues du groupe par rapport à la sécurité. Et globalement, sur la fatigue, vu qu'on a des rythmes variables, en fait, sur des semaines comme on a en ce moment, avec une forte chaleur, en fait, les salariés qui font 40 heures peuvent redescendre à 35 heures parce que le rythme physiologique, en fait, s'adapte. Donc, on pousse aussi les gens à être attentifs à leur corps, et qu'en fait, il y a les heures sup qui sont payées ou récupérées, on a besoin de faire à un moment donné dans un laps de temps, et après des choses où il faut qu'on s'écoute un petit peu parce qu'il peut y avoir des périodes de fatigue. Donc, on voit que sur la productivité, globalement, on n'a pas d'effet négatif de tout ça, d'organisation, et on a plutôt des effets bénéfiques. Parce que le vendredi matin, c'était pas la matinée la plus productive de la semaine, hein, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a, faut nettoyer son poste le vendredi, il y a l'embauche le vendredi matin, il y a la pause de 10 heures le vendredi. Donc finalement, même s'il y a un peu de perte de productivité dans la semaine de 4 jours, parce qu'il faut s'arrêter physiologiquement, il faut prendre une pause de 10 minutes, on a rajouté des temps de repos un peu plus supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait avant. Globalement, en fait, tout ça, c'est compensé. Et par contre, le vrai effet positif, c'est que, et Jessie pourra le confirmer et en témoigner, c'est que c'est vrai que de faire une coupure mentalement de 3 jours par rapport au travail, c'est quand même, au niveau de la charge mentale, ça apporte un vrai plus quand même. On revient le lundi, on a vraiment, vraiment fait une coupure par rapport à ça, et ce qui permet de nous concentrer sur le travail pendant les 4 jours et d'absorber les journées de 10 heures. Alors, encore une fois, c'est dans notre activité, dans notre travail. Je ne suis pas sûr que c'est duplicable sur des postes physiques, etc. Donc, on l'a fait à notre échelle, on a essayé. Et aujourd'hui, en tout cas, les effets sont plutôt positifs par rapport à ça. En termes de risque d'accident, en termes de productivité. Et il n'y a pas d'effet négatif sur l'organisation. Je dirais que la gestion de la paye est peut-être un peu plus compliquée, hein, parce que quand vous avez autant d'horaires flexibles, autant voilà, les salariés peuvent récupérer les heures, se les faire récupérer ou payer, etc. Donc on est tellement flexible que ça a amené un petit peu de gestion, mais rien d'impossible. En fait, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, ça marche plutôt bien, et on a réussi à faire ça. Et sur la transition écologique, effectivement, on a eu une baisse de consommation électrique de l'ordre de 10 à 15% quand même. Ça nous a facilité la maintenance.
parce que on a un technicien de maintenance qui travaille le vendredi, qui fait intervenir des intervenants. Donc là, vous limitez aussi les risques de sécurité. Ça veut dire que vous n'avez plus d'intervenants de maintenance qui vient pendant les horaires de travail avec les salariés. Vous avez une journée dédiée où vous pouvez faire toutes les opérations de maintenance sur les machines le vendredi où il n'y a pas de salariés présents. Donc c'est aussi un avantage. Et puis on a réduit, alors je pense les déplacements, on a réduit de 20% les déplacements de voitures de nos salariés. Donc ça, c'est un bilan factuel, hein. Ça veut dire que du coup, on passe de 10 déplacements à 8 sur tous nos salariés, quoi. Donc voilà, ça, je n'ai pas mesuré les chiffres du bilan carbone, malheureusement, pour vous donner de la data précise, mais globalement, ça, c'est plutôt factuel et plutôt facile à faire. Alors, vous avez expliqué l'impact donc sur les enjeux environnementaux, sur le social, on va dire. Et vous avez au départ dit qu'il y avait aussi un enjeu de marque employeur. Est-ce que ça a joué aussi sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez perdu des salariés qui n'auraient pas accepté la proposition? Est-ce que vous en avez d'autres? Voilà. Quel Alors, est l'impact? C'était un risque de perdre des salariés, mais en tout cas, on se disait, ne faut pas qu'on se cache derrière ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on est tous convaincus du projet, il faut y aller. Et effectivement, après, c'était pas péjoratif. On pouvait comprendre qu'il y a des salariés qui ont des contraintes qui les empêchent de faire ce projet-là. Donc, on n'était pas du tout on était plutôt dans une démarche en disant, on le sait, c'est possible, et il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Ceux qui peuvent pas, ils pourront pas, et on essaiera de trouver un accord. Maintenant, après, derrière, sur l'aspect plutôt marque employeur, on a eu beaucoup de candidatures les 2 premiers mois, effectivement. Alors même si ce sont des gens qui n'étaient pas forcément qualifiés dans le bois, mais ça a un peu fait la chronique parce que c'était très médiatisé. On est tombé en plein sur la réforme des retraites, en même temps sur la semaine des 4 jours. Donc on a pris un effet buzz national qui était un peu dingue. Donc là, on a eu beaucoup de candidatures. Ça s'est un peu tassé. Ce qu'on a mesuré par ailleurs, c'est que du coup, alors, il faut mettre en perspective, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'on a eu la conjoncture qui est rentrée en ligne de compte, etc. Donc, savoir vraiment aujourd'hui la mesure quel effet, quel impact ça a eu sur le turnover, c'est un peu compliqué. Ce que je pense aujourd'hui, et j'essaie, pourra en parler aussi, c'est le fait de garder nos salariés, en fait, que nos salariés sont bien dans l'entreprise, et ce qui fait la performance de nos entreprises, c'est d'avoir du savoir-faire qui reste. On a des gens performants dans l'entreprise, en tout cas, parce qu'ils se sentent bien, et qu'ils connaissent bien leur métier, ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'ils sont là, et ça, la pérennité de nos entreprises qui sont vraiment techniques et très manufacturières, c'est ça. Et globalement, quand vous êtes dans un rythme où vous vous y retrouvez, qui accepte de la flexibilité, je ne sais pas si c'est très simple de revenir sur un schéma plus classique. Quand vous avez connu une flexibilité, de revenir à travailler sur 5 jours alors que vous aviez l'habitude d'avoir 4 jours. Je pense que ça rentre en ligne de compte, en tout cas, même au niveau salarial, pour changer de travail. Enfin, Jessie, je ne sais pas si tu peux témoigner un peu là-dessus, mais... Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'habitue à notre week-end de 3 jours, on l'apprécie. Donc, c'est vrai que le jour où il faudra changer d'entreprise, ce sera plus compliqué. Nous, on l'a vécu avec certains collègues qui sont partis et qui le disent à l'heure d'aujourd'hui. Ben, c'est vrai qu'il faut se remettre à travailler le vendredi, c'est pas facile, quoi. Après, pour rebondir sur ce que Tiane a dit, clairement, moi, j'ai pas de souvenir, il n'y a aucun salarié qui n'est parti à cause de la semaine des 4 jours. Clairement, tout le monde s'est adapté et tout le monde a apprécié, quoi. Personne n'est parti à cause de cette décision-là. C'est vous qui avez été porte-parole au sein du CSE de la proposition, ou c'est la direction directement avec les salariés? Alors moi, je n'étais pas élue à CSE à cette période-là, mais j'étais quand même dans l'entreprise. Mais du coup, non, c'est vraiment la direction qui a mené le projet, qui nous l'a présenté. Une fois qu'elle nous l'a présenté, comme l'a dit Étienne tout à l'heure, il nous a dit que de toute façon, ça allait être mis en place, mais qu'on le faisait 1 mois d'essai vraiment pour voir comment on allait s'adapter. Et c'est là où le CSE a eu les remontées des salariés. Et c'est là que différentes choses, différents horaires ont été mis en place. Le rôle du CSE a été après, en fait. La direction a donné le projet et ensuite le CSE a amené l'organisation à bien avec la direction. D'accord, mais vous êtes force de proposition sur les 38 heures, par exemple. Voilà, c'est ça, oui, par exemple, les différentes horaires d'embauche. Voilà. Là, on a quand même la chance d'avoir 3 horaires d'embauche selon nos disponibilités, les enfants. Voilà. Ce qui était intéressant, Pardon. juste pour compléter, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a des effets qu'on n'avait pas vus, qui sont venus se mettre. Et une fois qu'on a fait l'essai, en fait, c'est les gens qui nous ont monté plutôt des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Les 38 heures sont venues
en fait, c'est qu'il y a un salarié qui a fait le détail du coût et qui a dit, avant, je faisais 40 heures, on me payait mes 40 heures et je venais le vendredi matin. Maintenant, j'ai regardé mon économie de gasoil. Et ben, si je fais que 38 heures, je gagne autant à la fin du mois que si je faisais 40. Et en fait, je me rends compte que je faisais 2 heures le vendredi matin pour payer mon trajet. Enfin, et donc, vous avez vraiment des. Et quand vous mettez ça, c'est. Voilà, c'est. Effectivement, c'est pas faux. Et donc, du coup, voilà, les gens commençaient à regarder un petit peu les impacts qu'il y avait. Et la périscolaire, c'était un sujet, hein, parce que les gens disaient, oui, mais je vais payer plus cher de périscolaire le soir, parce qu'il faut que je mette mon enfant 1 heure de garderie en plus. Et après, ils ont dit, oui, mais c'est vrai que par contre, je ne le mets pas le vendredi matin. Et par contre, c'est moi qui l'emmène à l'école le vendredi matin. Ce que je ne faisais jamais avant. J'ai le temps de discuter avec la maîtresse. Enfin, et vraiment, vous avez voilà, des gains qui sont, que les gens ne voient pas au démarrage. On voit plutôt les contraintes, ce qui est humain, on va dire. Hein. Quand il y a du changement, on est un petit peu réfractaire, on voit ce que ça va modifier. Mais après, on a eu des choses qui sont venues se mettre positivement par rapport à ça. Et c'était un vrai moteur pour se dire, ah, finalement, on a des bons retours. Et les craintes qu'on avait, finalement, comme dit Jessie, se sont avérées parce qu'il y a eu une période de transition qui a été un peu dure pour tout le monde pour s'y mettre. Et finalement, il y a le positif qui est venu aussi se greffer derrière. Et donc, du coup, ça a compensé un peu ces effets-là, quoi. Ok, merci. Monsieur Olivier, vous avez levé la main, vous avez une petite question à poser, j'ai l'impression. Oui, tout à fait, Madame Barthaud. Merci pour cette présentation qui est très intéressante et pour cette démarche qui est très intéressante, effectivement menée dans la concertation avec un essai, c'est tout à fait positif. Vous avez souligné, Monsieur Boudelier, effectivement qu'en plus vous aviez un gain sur les accidents du travail, puisque vous aviez une baisse des accidents du travail. Vous avez souligné toutefois l'essai, et Madame l'a souligné également sur l'adaptation. La nécessaire adaptation. Moi, je voulais savoir si vous aviez travaillé également avec la médecine du travail pour mesurer l'impact, faire une mesure d'impact de cette réorganisation. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, puisqu'on est dans le sujet de la transition écologique et du dérèglement climatique, est-ce que, par exemple, une semaine comme la semaine prochaine, qui s'annonce particulièrement chaude, ne s'annonce pas également, compte tenu de l'organisation, particulièrement pénible, puisque effectivement, on va avoir un allongement de la durée du travail dans un contexte caniculaire. Alors, la médecine du travail, non, effectivement, on l'a pas convié, on l'a fait plutôt en concertation avec les salariés et justement, d'avoir des retours du terrain aussi sur certains postes, etc., de voir comment ça pouvait se faire. Mais on l'a pas travaillé à notre taille. À l'époque, il faut imaginer, je crois que, si je dis pas de bêtises, ici, on devait être 35, ou voilà, on était beaucoup moins nombreux. Et du coup, à la taille qu'on avait, on l'a fait plutôt en test empirique, voilà, de voir un peu comment ça se passait, avec nos variabilités de poste, plutôt que. Et on voulait, il y avait des marges d'aller vite aussi sur le sujet. Donc on a informé la médecine du travail, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas, on l'a pas forcément intégré. Sachant qu'une chose, ça vient compléter aussi la question que vous avez posée sur les plages horaires. Par exemple, là, ça ne nous empêche pas de décaler les heures, en ce moment avec la canicule, de décaler les heures du matin. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que les salariés ont le choix entre 35, 38 et 40 heures. C'est des contrats 35 heures. Après, à nous, employeurs, de faire attention. Et si on doit imposer les 35 heures, on le fait. On a eu des cas, et Jessie le sait, où on a des gens qui disent, moi, je veux faire 40 heures. OK, parce que j'ai besoin d'avoir des heures de récupération, etc. Mais à un moment donné, quand le physique ne suit plus, où on sent qu'il y a une fatigue, à nous d'être. Voilà, on a un système aussi d'alerte collective. Et le CSE aussi nous dit, ou nous, quand on le voit avec des collaborateurs, de dire cette semaine-là, on met tout le monde à 35 heures parce qu'au niveau des chaleurs, c'est pas possible de travailler 40 heures avec des chaleurs pareilles, quoi. Donc il y a un aspect physiologique attentiste sur lequel il faut être extrêmement prudent quand vous mettez ça, parce que 10 heures par jour, c'est pas négligeable comme amplitude. Et après, vous avez un facteur personnel aussi qui peut rentrer là. Et quand il y a des semaines où il y a un peu plus de fatigue, un peu moins de soleil, hein, voilà, avant les vacances et des choses comme ça, c'est là qu'on a des risques et d'épuisement et il faut faire attention. Donc des fois, on peut imposer, c'est arrivé des fois, où on impose les 35 heures à certains salariés pour dire la semaine prochaine, voilà, tu réduis tes horaires
parce que derrière, il faut faire attention, quoi. Merci. Alors, on peut reprendre encore une question, je pense, avant de passer à la séquence suivante avec l'ARACT. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que les participants veulent intervenir? S'il n'y a pas de questions, je vais en prendre une, ou alors ça va peut-être laisser le temps à la prochaine question d'arriver. Simplement, l'expérience qui était conduite d'échange, de concertation avec le CSE pour la mise en place de cette semaine de 4 jours, est-ce que ça a servi de modèle, je dirais, aujourd'hui pour une concertation un petit peu spécifique finalement sur les autres projets que vous pouvez porter en interne? Est-ce que, voilà, là où à un moment donné, il y avait des échanges qui étaient peut-être dans un second temps, est-ce que maintenant c'est systématiquement, voilà, est-ce qu'il y a des enseignements en tout cas qui ont été tirés de cette phase-là pour construire aujourd'hui finalement le dialogue social dans l'entreprise? Jessie, je te laisse répondre. Voilà. Oui, après, voilà, je pense que de toute façon, nous, avec la direction, avec Étienne, on n'a aucun problème d'échange, que ce soit autant le CSE que les salariés. Donc, après, selon les projets que Étienne il a, soit il va prendre la décision comme il a fait pour la semaine des 4 jours et après, le CSE sera au courant, soit il va prendre des décisions avec le CSE directement. Ça va vraiment dépendre des projets, en fait. Ça va pas être tout le temps, ce qui est tout à fait normal. Mais après, nous, voilà, moi, personnellement, je le dis clairement, on a la chance d'avoir une direction avec qui on peut discuter. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là. Merci. Et non, ce qui est important, c'est que le CSE il joue un rôle, mais c'est vrai qu'on fait attention à. Alors, le CSE sur des projets comme ça, on l'implique. Et ça, c'est important parce qu'il a vraiment son rôle dans l'entreprise sur cette remontée-là. Par contre, en aucun cas, ça coupe le lien avec les salariés. Et en fait, on a dit au CSE de collecter les informations de terrain. Par contre, dès qu'on a amené le projet, on a été voir tous les responsables d'équipe, etc., ont été échangés avec leurs équipes. On est venu poser, je me suis déplacé, on a posé la question aux salariés, on a échangé de vive voix. Enfin, voilà, le CSE était sur l'aspect, on va dire, formel et a vraiment son rôle là-dedans. Mais en fait, on ne coupe pas la communication. Enfin, voilà, on essaye de garder du lien un peu entre tout ça, du lien que tout le monde trouve sa place. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une confiance, en fait, entre les collaborateurs et la direction et que le dialogue soit ouvert et que s'il y a quelque chose à dire ou etc., ben en fait, il y a toujours ce dialogue direct qui est possible. Après, le CSE est une instance pour formaliser tout ça et justement qu'il y a une oreille ouverte pour pouvoir faire tout ça. Mais c'est vrai que c'est un échange, comme dit Jessie, par rapport à ça, de construction de projet. Et ça n'empêche pas, quand on a des questions ou des avis, bah voilà, on reste une petite structure. Donc en fait, on vient échanger des fois dans un atelier, on vient poser des questions, on vient. Voilà. Et en tout cas, le CSE est pour faire l'aspect formalisme, etc. Mais au contraire, l'aspect de confiance qu'il y a entre la direction et les collaborateurs chez Griffon. Et c'est ça qui est important de garder, en tout cas, si c'est une réussite de projet, enfin, je pense que vraiment ce qui a compté, c'est que quand on a lancé le projet, il y avait déjà une confiance. Ça veut dire que si vous commencez un projet et que les salariés se disent où est le piège dans ça, parce qu'on n'a pas confiance dans ce qu'on nous propose et il y a forcément une phase B, c'est là où ça crée peut-être des dissensions et il y a une notion de dire il y a un gagnant, il y a un perdant dans un dialogue. Et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à casser, à emmener un dialogue collectif en disant on est des gagnants-gagnants, il y a une confiance, on travaille sur un projet collectif. Et ça, déjà, quand vous avez ça, chacun a ses instances, c'est-à-dire que le pour remonter les informations, etc. Mais c'est vrai que le dialogue est important et l'a toujours été. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir on a une franchise directe en fonction des chiffres de l'entreprise, du résultat, etc., des enjeux qu'on porte chaque année. Et ça, je pense que c'est important de le conserver. Et en fait, il n'y a pas eu un avant et un après les 4 jours. Ce qui a changé, c'est on a conscience qu'on a fait une réussite collective. Ça, c'est top parce que quand on se retrouve là devant vous aujourd'hui, on a un peu plus l'enjeu de se dire, bon, on a fait quelque chose de pas banal, et du coup, c'est top. Ça veut dire que c'est une fierté pour les salariés, c'est une fierté pour les collaborateurs d'avoir réussi ça, et autant pour la direction que pour le CSE, enfin pour tous les collaborateurs de Griffon Marine, c'est une réussite collective. Ça veut dire que le projet il a abouti parce que tout le monde a joué le jeu. Et ça, c'est plutôt chouette et c'est plutôt ça qui a changé les choses, c'est qu'on se dit, bah, on a fait quelque chose de pas banal et c'est plutôt agréable de réussir un projet comme ça en tout cas. Bravo. Merci Jessie et Étienne et bravo en tout cas pour ce témoignage de cette expérience.
Simplement, effectivement, on sent qu'il y a une certaine maturité du dialogue social et du dialogue professionnel dans votre entreprise qui a permis de réussir cette transformation. Et je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, Étienne, c'est-à-dire que le rôle, un CSE et tout le rôle du dialogue social qui est autour n'empêche pas, évidemment, le lien direct avec les salariés et tout ce qui va autour du dialogue professionnel. Et c'est vraiment deux dynamiques, je pense, complémentaires qui ont permis de réussir ce projet. Je propose maintenant qu'on passe à la séquence suivante. Ça permet de faire la transition avec Marjorie de l'ARAC qui va nous présenter les enjeux comment réussir, quelques éléments de repère pour réussir une transformation dans l'entreprise autour des enjeux de transition écologique. Donc, je te donne la parole, Marjorie. Oui, bonjour à tous. Donc, on va essayer de répondre à la question en quoi un projet de transition écologique impacte le travail et l'organisation du travail, quels éléments anticiper et quelle place pour le dialogue social. Donc, juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'ARAC et l'ANAC, du coup, on est un établissement public sous la tutelle du ministère du Travail. Donc, on travaille toujours en collaboration avec les partenaires sociaux. On intervient toujours de manière paritaire. Et donc, voilà, nous, on intervient partout en Pays de la Loire, en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Donc, sous 3 formes, l'expérimentation, comme du coup, ils ont fait à Griffon Marine. On capitalise et on diffuse pour donner à voir aussi. Donc, c'était aussi l'objet de cette conférence sociale, donner à voir et donner envie d'agir. Donc, déjà, on va commencer par définir quand on tombe par un projet de transition écologique. Donc, c'est vraiment une transformation d'une activité, d'un produit, d'un service ou d'une organisation visant à réduire son impact environnemental ou à s'adapter aux changements environnementaux. Donc, comme là, par exemple, la semaine des 4 jours, en 4 jours même, je dirais. Donc, ces projets peuvent concerner des procédés de production, des équipements en technologie, des modes d'approvisionnement, des organisations du travail. Comme là, on a eu l'exemple concret. Mais ce qui va être important aussi de montrer, c'est que ces transformations ne sont pas uniquement techniques, elles impliquent en fait des transformations du travail. Et c'est là qu'on va venir vraiment mettre le point dessus, parce que des fois, on a tendance à tout de suite voir la technique, mais pas voir tout ce que ça engendre comme conséquence derrière. Donc, il y a différentes portes d'entrée, différentes logiques d'action. Donc, parfois, ça peut être d'anticiper et de s'adapter aux évolutions environnementales pour faire face aux aléas climatiques, pour anticiper les tensions sur les ressources. Donc, c'est aussi la porte d'entrée qu'a choisi Griffon Marine. Et du coup, ça peut aussi être de vouloir répondre à des obligations réglementaires. C'est vrai qu'il y a différents accords, des lois, des décrets aujourd'hui. Mais ça peut aussi être d'intégrer la réduction de son impact environnemental dans sa stratégie d'entreprise. Ça peut être aussi plusieurs logiques en même temps. Donc ça, c'est important de voir ces différentes logiques et puis de voir aussi quels impacts ça va avoir sur l'organisation et les conditions de travail. Donc, on a cette matrice QVCT du coup au sein de l'ANACT avec les 6 sujets qu'on vient travailler collectivement. Et donc, du coup, c'est vraiment de se poser la question, comment je vais venir anticiper concrètement sur mon organisation, quels vont être les différents changements sur le travail réel, sur l'activité, est-ce qu'il va y avoir des évolutions en termes de rythme, de coordination, comment du coup l'organisation va s'ajuster aussi aux différents aléas. Ça peut aussi nécessiter des nouveaux risques. On parle aussi souvent de surcharge. On a vu quelques projets où des fois ça va venir générer plus de surcharge. Donc comment je vais venir prévenir cette surcharge-là, comment je vais prévenir les risques aussi, mettre à jour le DU. Tous ces éléments-là sont importants de venir anticiper. Est-ce que ça va nécessiter aussi une sensibilisation, besoin de formation par rapport au projet? Donc ça, c'est tous les éléments à venir anticiper et comment, en fait, par rapport à toutes ces anticipations-là, je vais venir dialoguer. Et on a bien vu là le rôle du dialogue professionnel, des managers aussi qui sont sur le terrain et aussi des salariés qui viennent voir les élus pour venir montrer aussi les impacts sur le travail réel. Et donc, comment on va faire pour dialoguer ensemble pour que ce projet puisse être mené à bien, vérifier que ça ne génère pas non plus d'autres inégalités.
Et puis le projet aussi au niveau de l'entreprise en termes de management, comment il va être porté? Est-ce que les managers du coup sont bien aussi ambassadeurs du projet? Comment ils vont soutenir aussi le projet? Donc tous ces éléments-là, c'est vraiment des choses à venir anticiper au maximum dès le début. Et donc, du coup, comment on identifie les impacts concrètement? Du coup, c'est vraiment de venir mettre en discussion les éléments, les conditions de travail avec les salariés, avec le CSE. Donc, ça passe par, en effet, le salarié avec son manager, mais aussi après les managers qui remontent à la direction, et aussi les salariés qui remontent les éléments aux élus. Et en fait, tout ça, ça va ensemble, ça s'imbrique. Et du coup, c'est vraiment en venant générer ces échanges sur le travail. Et donc ça, c'est vraiment l'interne à l'entreprise. Et ce qu'on rajoute aussi, c'est vraiment le dialogue aussi externe, parce que des fois, on oublie, mais un projet de transition écologique doit vraiment s'ouvrir aussi à l'extérieur, parce que ça va avoir un impact aussi sur les clients, les fournisseurs. Et on a besoin souvent de ressources aussi externes pour déjà de comprendre comment ça fonctionne, et puis aussi de comprendre que des fois, oui, la modification de l'organisation du travail peut aussi des fois impacter du coup le produit fini. Et donc comment en fait on vient discuter, on vient mettre en discussion pour que chacun soit satisfait au maximum. Et donc voilà, vraiment avoir ces trois leviers-là. Et donc du coup, pourquoi le dialogue social il va être stratégique? Parce qu'il va permettre d'identifier les impacts sur le travail, comme a fait Jessie, elle est allée voir concrètement, elle est allée échanger avec les salariés sur le terrain, permettre du coup d'anticiper les besoins d'accompagnement, de construire des solutions réalistes, parce que du coup on est à même sur le terrain, donc c'est réaliste, on sait exactement ce qu'il y a besoin, de traiter les arbitrages, et puis aussi de favoriser l'engagement, parce que plus les salariés vont être aussi source de propositions, et plus ils vont être aussi engagés dans le projet. Donc, il y avait quelques jalons en termes de qualité de vie et des conditions de travail de 2013 à 2020. Et puis, ensuite, il y a eu la loi climat résilience qui donne d'autres prérogatives pour le CSE. Et puis aussi la ligne transition écologique et dialogue social en 2023. Donc, du coup, qui va permettre en fait au dialogue professionnel et dialogue social de traiter les enjeux environnementaux au niveau de l'entreprise. Et c'est ça la grande différence aussi pour le CSE. Voilà, et des fois, c'est pas toujours facile pour les membres du CSE de comprendre ce rôle-là. Et donc ça, c'est important qu'ils soient bien formés à tout ça. Donc, ils ont des différents moyens d'action. Donc, bien sûr, ils ont toujours eu ces moyens d'action-là, tout ce qui est risque professionnel, droit d'alerte, etc. Mais aujourd'hui, ils ont aussi cette possibilité de regarder au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Et ça va être là, en fait, où ils ont un vrai rôle à jouer aujourd'hui. Ils peuvent demander les conséquences des projets sur, justement, l'environnement. Et donc, c'est là que le CSE a vraiment un rôle à jouer aujourd'hui. Et donc, du coup, il peut analyser les effets des transformations écologiques sur les conditions de travail en termes de charges, pénibilité, risques chimiques, chaleur, etc. Agir vraiment sur la prévention des risques professionnels, notamment liés aux technologies vertes et aussi à l'adaptation au changement climatique. Il peut aussi mobiliser la CSSCT, mais bien sûr, elle existe. Donc ça va être vraiment des acteurs de la prévention aussi de la santé au travail. Et donc, voilà, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai essayé de faire court. Et donc, du coup, en conclusion, ce qui va être vraiment important de retenir sur le temps court, là, c'est vraiment qu'il n'y a pas de transition écologique réussie sans prise en compte du travail réel et vraiment de l'importance des trois formes de dialogue qui vont venir s'articuler ensemble pour qu'un projet de transition écologique n'impacte pas négativement les conditions de travail. Vraiment le dialogue professionnel qui va permettre une discussion ouverte sur les pratiques de travail pour les transformer. On va avoir vraiment le dialogue social qui va permettre du coup cette co-construction réelle des décisions. Et puis le dialogue territorial et externe pour permettre des coopérations aussi entre acteurs, parce que souvent on a besoin de s'ouvrir à l'extérieur, aller voir même aussi les entreprises d'à côté pour vraiment se créer des coopérations également. Donc voilà pour les différents éléments que je pouvais dire.
Pour aller plus loin, donc pour les entreprises qui nous écoutent et même pour les partenaires, on a justement pour les entreprises qui ont un projet de transition écologique et qui souhaitent le questionner, on a créé à l'ARACT un dispositif qui s'appelle l'accélérateur des possibles. Donc là, mon collègue le met dans la discussion, dans le chat. Donc en fait, vous pouvez du coup, pendant ces 2 jours, il y a des temps à la fois individuels et à la fois collectifs pour que les entreprises prennent de la hauteur sur leur projet, viennent du coup le questionner sur les différents champs, parce que souvent, ils arrivent avec une solution technique et ils n'ont pas forcément pensé aux réalités que ça fait concrètement sur le terrain, les impacts sur les conditions de travail. Et puis le rôle aussi du coup de ces différents dialogues. Et donc l'idée, c'est qu'ils repartent avec un plan d'action. Donc ça, c'est des idées que vous pouvez transmettre à vos entreprises. Donc ça, c'est en novembre prochain. Et puis, on a mis différents éléments aussi. On est en train de créer avec les membres de la conférence sociale un autodiagnostic aussi, donc qui sortira au cours de l'été. Et puis, différentes pages aussi web au niveau de la transition écologique. Vous avez aussi quelques littératures pour aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à contacter aussi les ressources extérieures. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si certains ont des questions de leur côté. Hop, j'arrivais pas. Moi, juste pour rebondir, et peut-être une question à Monsieur Boudelier, parce qu'on a vu que le dialogue professionnel dans votre entreprise était plutôt au top, le dialogue social aussi, puisque vous avez réussi ce passage donc, à la semaine de 4 jours. Ça a été médiatisé, avez-vous dit. Est-ce que vous avez eu l'occasion de témoigner auprès d'autres pairs, d'autres entreprises? Est-ce que certains ont repris votre modèle sur votre territoire? Ou vos concurrents? Alors, Puisqu'il y a de la productivité. voilà. Alors, pas vraiment. Je peux pas dire qu'il y a des modèles qui se sont copiés-collés parce que effectivement, chaque entreprise est différente. J'ai beaucoup d'entreprises qui m'ont contacté, des chefs d'entreprise qui étaient dans le questionnement, même de la Suisse et de la Belgique, donc voilà, qui étaient dans ce questionnement-là, qui étaient bloqués sur des avancées pour mettre ça en place. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'intérêt en fait là-dessus. Alors, j'ai pas eu de réponse à savoir s'ils avaient mis ça en place. Ce que là, souvent, les gens étaient bloqués, c'est qu'en fait, le dirigeant mettait un référendum en place pour savoir si les gens étaient pour ou contre. Et ils se retrouvaient dans une situation un peu comme le Brexit. Mais globalement, le référendum amène quelque chose de compliqué. Ça veut dire que vous commencez par un projet qui mettra des gagnants et des perdants. Enfin, parce que du coup, il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non. Et globalement, vous ne fédérez pas autour d'un projet. Et c'est là où j'insiste, c'est que le point de départ aussi de la réussite, c'est qu'on a réussi à se fédérer autour d'un projet d'entreprise qui avait du sens pour tout le monde. Et ça, c'est le point de départ indispensable et indiscutable. En fait, de là, on est tous d'accord pour aller sur l'objectif, on va trouver des solutions. Mais dès que c'est quelque chose qui est, on va dire, que sur l'organisation du travail, que sur les horaires, où il n'y a pas tout le panel à côté, vous l'avez bien dit, sur les impacts écologiques, globalement, on loupe des choses à côté. Alors que prendre le temps de bien construire un projet et de bien regarder les impacts et justement de le peaufiner pour qu'il soit indiscutable sur le fait d'y aller et que vous soyez sûr. Après, une fois que tout le monde est convaincu, on trouve tous des solutions, on est tous pareils, hein, et tant qu'on n'est pas convaincu, on n'y va pas. Mais ça, c'est l'être humain. Et je pense que c'est vraiment le point de départ. Et à chaque fois que j'ai des choses avec les dirigeants, on n'était pas sur des choses techniques, on n'était pas sur... on était vraiment comment je suis bloqué là-dessus parce que du coup, on n'était pas parti dans la bonne solution, on l'a mal expliqué au démarrage et du coup, ça s'est un peu cristallisé autour de ça. Et maintenant, on n'est que sur et on a peut-être loupé une étape. Et en fait, elle est vraiment sur la conduite du projet. Et ce qui est intéressant, ce que vous dites sur le CSE, et là en fait, on a aujourd'hui les salariés quand ils sont élus CSE ont une formation sur le CSE. Donc on est en plein dedans, voilà, sur ces formations-là, etc. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que on parle du rôle du CSE et finalement ceux qui sont vraiment formés au CSE, il n'y a que les gens du CSE. Les dirigeants d'entreprise ne sont pas formés correctement au rôle du CSE et les salariés non plus. Ça veut dire que vous avez une instance qui arrive dans une entreprise et personne ne sait correctement l'utiliser et c'est une vraie problématique. Et je trouve que si on savait mieux utiliser voilà, comment est aujourd'hui composé un CSE, il y a plein de salariés qui sont restés à l'époque où on avait des délégués du personnel, il y avait un CHSC.
etc. Il n'y a pas eu cette transition qui a été faite. Et du coup, on ne sait pas bien comment utiliser ça. Et c'est là où, en fait, il faut réussir. Nous, on a posé un peu les bases dans notre entreprise en disant, bah, le dialogue, voilà, je le porte, le CSE est là pour faire ça, on est tous d'accord sur le sujet, et globalement, chacun a trouvé son rôle. Parce qu'aujourd'hui, le CSE est là pour justement pour porter des projets, pour qu'il y ait une oreille attentive aussi. Il y a des salariés qui ne veulent pas me parler en direct, donc qui ont des petites problématiques, ils voient des problématiques et qui disent bah, je préfère avoir une écoute à côté pour pouvoir parler d'un sujet, etc. Et c'est très bien et au contraire, il faut le garder. Par contre, je n'ai pas laissé le dialogue social au bas du CSE pour dire ce côté social, c'est le rôle du CSE. Non, au contraire, ça fait partie du rôle du dirigeant. Et le CSE est là pour apporter l'harmonie sur des projets de transition écologique, pour porter un peu cette parole, d'avoir une discussion en fait par rapport à ça. Et je pense que la vraie difficulté qu'on a en ce moment dans nos entreprises, c'est qu'on voit que le CSE a énormément évolué dans son rôle et dans ses fonctions depuis les 5-6 dernières années. Et je pense que c'est dommage de laisser que la formation aux membres du CSE, parce qu'on voit que les dirigeants en fait sont très mal préparés à ces instants dans les entreprises, c'est devenu tellement complet. Et puis bah, les salariés qui sont voilà ne savent pas aussi bien utiliser à juste titre le CSE. Et puis je dirais qu'une fois que les membres du CSE sont formés, ben, c'est à l'entreprise, aux dirigeants, aux salariés de trouver le bon équilibre qu'ils veulent mettre avec ça. Et qu'en fait, c'est pas. Il y a un cadre, mais en fait, j'aime bien le terme, il y a le cadre, mais il n'y a pas la case. Donc en fait, il y a un cadre légal qui est donné, un cadre juridique, et après, c'est à l'entreprise de s'en emparer et de trouver le bon moyen de fonctionner. Donc c'est vrai j'ai eu beaucoup de retours sur plutôt ce manière de porter le projet finalement qui a été voilà et j'ai pas d'autres exemples malheureusement aujourd'hui sur alors je suppose qu'il y en a d'autres hein, voilà mais j'ai pas d'autres exemples aujourd'hui sur un horizon proche qui enfin sur un périmètre on va dire qui ont mis ça en place. Étienne, je vais me faire le porte-parole d'une dernière question qui est proposée par Philippe Michaud pour la CFDT Vendée qui n'arrive pas à se connecter à son micro. Il voulait donc mettre en avant une question sur le risque d'intensification au travail du fait que les salariés passent à la semaine de 4 jours. La question, je la comprends pas par rapport au rythme de travail. Écoutez, ouais, je pense que ça a été déjà évoqué sur le potentiel risque de journées plus longues avec potentiellement un impact sur la sécurité au travail. Mais du coup, je pense que vous avez répondu quand même assez largement du coup à ce sujet-là. Il a dit d'ailleurs, c'est peut-être un peu tard pour la Moi, je voulais simplement, je vois l'heure qui tourne, je voulais simplement rebondir sur ce que vous disiez, Étienne. Effectivement, moi, je vous rejoins sur la question du dialogue social et comment mener le dialogue social dans l'entreprise. C'est pas forcément inné quand on est dirigeant d'une entreprise, et je vous rejoins sur l'importance de se former autant les représentants du personnel que la direction sur le dialogue social, d'autant plus qu'effectivement, comment dire, voilà, ça a beaucoup changé depuis les ordonnances, qu'on appelait, voilà, vulgairement les ordonnances Macron. Je connais des entreprises, des dirigeants d'entreprises qui vont se former justement au CSE, au dialogue social, et il existe des formations, je pense, pour les. Alors après. Oui, quand il y a vraiment une maturité au sujet du dialogue social, rien n'empêche de faire aussi des formations communes, CSE dirigeants. Je vous rejoins aussi sur le fait que le CSE a un rôle aussi de porter avec l'entreprise, l'intérêt général de l'entreprise et des salariés. Je rajouterai aussi une chose, le CSE aussi a un rôle quelque part de contre-pouvoir parfois quand c'est nécessaire, et de pouvoir aussi apporter des contrepoints. Voilà, CFDT a parlé, le MEDEF a remercié tout le monde aussi. Mais c'est une bonne remarque parce qu'en effet, dans la formation de nos dirigeants, de nos mandataires, je ne suis pas sûre qu'on parle beaucoup CSE. On parle dialogue social, donc voilà, c'est un petit sujet que je vais faire remonter parce que je trouve ça en effet intéressant et peut-être préparer des formations communes. Le dialogue social en Pays de la Loire, il fonctionne bien. Mais dans les entreprises, globalement, je pense que ce n'est pas non plus une région de conflit, mais on a encore des petites marches à monter. La conférence sociale régionale prouve quand même que le dialogue social existe. Voilà, mais je note bien ça. On peut peut-être remercier tout le monde. Voilà. Ça finit à midi, il est midi. Donc il est 13h, pardon.
Et merci de votre écoute. On va communiquer beaucoup plus qu'on a fait sur les webinaires précédents, sur les réseaux et sur ce modèle en fait, que Griffon-Marie nous a présenté. Donc sur les réseaux, dans nos réseaux propres. Ce replay sera donc à revoir sur la plateforme du Cariforef et de l'ARACT. Donc merci d'avoir été présent avec nous. Merci beaucoup, merci Étienne, merci Jessie. Bonne continuation à vous et merci à tous d'avoir participé à ce temps d'échange. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.